Ok, on va commencer. On va faire un review rapide de ce qu'on a fait au Hackfest. Donc moi je vais commencer sur ce que j'ai fait. Donc pour ceux qui étaient là, il y avait un challenge qui s'appelait Démat, donc c'était du web. Je pense que c'était la partie la plus difficile du Hackfest. Mais j'ai quand même essayé de voir comment ça marchait. Puis bon bah j'ai pas pu faire grand chose, mais le principe en fait c'était il y avait un formulaire et puis on pouvait envoyer dans ce formulaire. Donc, est-ce que tu as su même? Ah, ok, super, super. Ok. Donc là, ok, ça, on devrait voir. On devait injecter, juste, voilà, c'était ça. Ouais, en fait, il faut que tu vois avec ce même texte. Ok, ouais, c'est ça. Ok. Voilà. Donc ça, c'était un des JS qui était fourni dans les indices qu'on pouvait acheter. Et donc on devait injecter ce HTML. Donc c'est un code JavaScript commandant de contrôle client-side. Et puis avec une fois qu'on l'avait injecté, on pouvait ensuite envoyer ces commandes pour scanner le réseau. Et puis donc les premiers challenges c'était voir les web services qui étaient actifs sur le réseau local derrière le serveur et puis obtenir les premiers flags comme ça quoi. Donc moi j'ai pas réussi à faire grand chose. On pouvait aussi utiliser le hook.js de BIF. Il y avait quelques problèmes réseau pendant la compétition, mais il y avait moyen de faire ça, on pouvait faire ça aussi là. Donc voilà, ça c'était pour des maths. Pour des maths, il y avait aussi un autre int, donc là c'était l'infrastructure du challenge quoi. Donc là une fois qu'on euh, qu'on avait injecté notre code commandant de contrôle, on pouvait ensuite essayer de se balader dans checker ce qu'il y avait sur le réseau local et puis résoudre les challenges quoi. Voilà, donc ça c'était pour des maths. Ensuite pour l'auto HF, la première chose qu'il fallait faire c'était envoyer un reverse shell dans le formulaire d'upload du site web. Donc c'est ça tu as ouvert c'est ça. Ok. Donc c'est ce fichier PHP, donc ça se télécharge sur internet et puis je crois que c'est disponible sur Kali. Et donc il fallait envoyer ce fichier PHP avec Burpsuite en contournant les filtres du site web. Donc c'était à contourner les filtres du site web, c'était assez facile là. Il t'empêchait d'uploader tous les fichiers PHP sauf PHP 5. Donc il suffisait juste de modifier l'extension PHP 5. Et puis il regardait aussi si le content type était bien un PDF, mais il suffisait juste avec Burpsuite de modifier le content type en mettant application PDF et puis ça uploadait. Et sur le site, il y avait le dossier upload S comme c'est un serveur Apache qui était public, donc on pouvait voir, tout le monde pouvait voir ce que les gens avaient uploadé sur ce dossier. Et à partir de là, une fois qu'on avait uploader le PHP reverse, et bien on exécutait le PHP reverse sur le serveur via le dossier upload. Et là, il suffit juste de configurer correctement les variables ici là. Et puis avec Netcat, on pouvait ensuite exécuter notre reverse et puis avoir accès au serveur comme ça là. Ensuite sur le serveur, donc ça c'était le premier challenge. Et pour trouver le flag, en fait, il suffisait d'aller dans le code source du serveur là, donc le var www, puis là on avait tout le code source accessible, et là il y avait le flag qui était en commentaire dans un des fichiers PHP quoi. Ensuite pour le deuxième flag, il fallait pénétrer le réseau local, puis là en fouillant sur le serveur, on a vu qu'il y avait une clé privée RSA qui était disponible. Et puis là, on voyait dans l'historique des connexions qu'il y avait des connexions SSH vers une IP. Il y avait des backups qui se faisaient sur cette IP. Donc on devait essayer de se connecter via SSH sur cette IP.
Le problème, c'est que on est connecté en tant que www.data, donc ça c'est quand tu es connecté en tant que user via le site web. Et là, ton dossier personnel, c'est var www. Et là, le problème, c'est que quand tu veux te connecter via SSH, SSH te crée un fichier .ssh par défaut pour tous les utilisateurs. Et là, on n'a pas les droits pour le créer dans le var slash www. Donc, on ne pouvait pas se connecter par SSH normalement. Puis là, l'astuce que Julien a trouvé, c'était, tu l'as ouvert celui-là aussi, je crois. Ok. C'était d'utiliser cette option qui en fait ignore la création du point SSH. Et puis là, on pouvait se connecter ensuite sur cette IP en local là. Donc voilà, et là on trouvait le deuxième flag sur le serveur ensuite, et on n'est pas allé plus loin. Donc là c'est en gros c'est sur ces deux challenges là que j'ai travaillé. Et là je vais laisser la main à Julien si tu voulais. Ouais, ouais. En fait, avec ce qu'il y a avec l'option SSH, c'est qu'il essaie de savoir s'il peut reconnaître le fingerprint du serveur auquel il veut se connecter, puis ça le fait en utilisant le fichier known-host dans le dossier.ssh. Sauf qu'il ne peut pas accéder à ce fichier-là, dans le fond, il ne peut pas le créer non plus, donc ça permet de simplement l'ignorer avec cette option-là. Ça, dans le fond, backup agent, c'était le nom de l'utilisateur qui roule le process de backup sur le premier serveur. Puis c'est lui qui se connecte, dans le fond, qui fait un transfert SCP parce qu'on peut voir le script dans le home folder du user backup agent qui fait le transfert vers le deuxième serveur. Fait qu'à partir de là, on avait les informations, on avait la clé qui était accessible aussi pour se connecter sur le deuxième serveur. Sur le deuxième serveur, il y avait des partages Samba qui étaient montés dans le fond. Puis en fouillant un peu, on pouvait voir qu'il y avait un fichier qui décrivait une politique dans le fond de création d'user puis de création de mot de passe. Puis avec ça, on avait les règles qui permettaient de générer des usernames à partir du prénom, petit nom de famille des utilisateurs. Puis aussi qui décrivait le script à utiliser pour générer les mots de passe qui était quand même assez long. Qui générait des mots de passe à peu près 14 ou 15 caractères de long. Sauf qu'il y avait une petite note aussi qui disait de ne plus utiliser un certain mot de passe par défaut. Ce mot de passe-là, il était toujours valide pour un des users. Donc on pouvait l'utiliser pour monter un partage Samba vers un troisième serveur dans le fond. Sinon, pour ce qui est de la track réseau, il y avait un pré-challenge qui était disponible, qui était accessible avant. Je sais pas si... Sinon, non, ben, sinon on peut y accéder par le web. Moi, je vais le télécharger, ce sera pas très long. Ouais, c'est ça. Là, je pense que c'est teaser. Dans le fond, on pouvait classer par protocole ici. Puis dans les ICMP, il y avait un field de plus, dans le fond, un champ data. Normalement, il n'y a pas ça dans les paquets ICMP, dans le fond, parce que ça ne dépasse pas les autres couches réseau de l'OSI. Fait que s'il y a du data, ça veut dire qu'on a volontairement rajouté de l'information supplémentaire dans les, dans les paquets ICMP, dans le fond. C'est ça. On a volontairement rajouté de l'information dedans aux autres couches, donc c'est suspicieux. Puis ça, dans le fond, c'est l'information qu'on pouvait décoder, qui était du base64, qui permettait de voir une conversation entre deux utilisateurs qui se partageaient l'information en tunnelant leur texte à l'intérieur de ping echo puis de ping reply, dans le fond, en SMP. Donc ça permettait tout simplement de réussir le premier pré-challenge réseau, qui était le teaser 1 pour la Hackfest 2015, dans le fond. Sinon, il y avait aussi une track réseau qui s'appelait Hydro, avec différents challenges réseau dessus. Pour le premier challenge, le problème, c'était le CDP, le protocole CDP, le Cisco Discovery Protocol, qui partageait trop d'informations par rapport à la configuration des équipements. Donc, il y avait moyen d'en abuser un peu pour
pouvoir communiquer avec les serveurs qui étaient émulés par des Raspberry Pi. Mais j'ai pas été jusqu'à cette étape-là parce qu'il y avait on avait seulement des courtes paires de temps durant lesquelles on pouvait se connecter au challenge réseau. Mais ça, fallait comme réserver notre heure puis revenir plus tard. Donc, j'avais évité de revenir une deuxième fois. Puis je vais vous parler d'une autre série de challenges qui était Pipeline. Oups. Qui commençait aussi par un Wireshark. Puis qui nous permettait par la suite d'accéder à des serveurs. Ici, la clé USB. Ouais, dans le fond, avec Wireshark, j'en ai une copie ici. Dans le fond, il y a un premier challenge qui était relativement facile. On va juste dans Export Object parce que en HTTP, il y avait... C'était pas en HTTP. Ouais, c'était en SMB. Là, il y avait une conversation Samba de Share Windows. Puis on pouvait récupérer justement un fichier qui s'appelle flag.txt. Donc ça c'est comme... Pipeline.corp.pcap, ça doit être ça ici. J'envoie vers Wireshark. Ok. Donc là, si on exporte les objets Samba, ici on voit qu'il y a pipeline private.zip. Si on extrait ça ici, ben là vous ne pourrez pas le voir parce que l'application n'est pas partagée. Mais à l'intérieur, il y a un fichier flag.txt, donc c'était le premier flag. Puis ensuite, il y avait 3 autres fichiers, des .smb. Je vais aller les retrouver. Voilà, c'est pas ça. Ouais, flag.txt, il y avait un sam.save puis un security.save. À partir de ces deux fichiers-là, il y avait moyen de récupérer le hash LM des passwords de 3 users, dont un administrator puis un user qui s'appelait flag quelque chose. Donc c'était lui qu'il fallait uploader pour trouver le flag. Puis normalement, à partir de à partir de ce hash-là, il y avait moyen de se connecter au serveur Samba en question, dont l'adresse IP était ici. Puis nous, on était connectés dessus, puis il y avait moyen de récupérer un autre flag.txt. Puis finalement, sur cette... si on regarde ici, il y a des connexions seulement... Est-ce que c'est search? Il y avait un serveur lame. Allez. Bon, ouais, pourtant il n'y a pas de filtre. En tout cas, il y a... j'ai extrait le texte. Attends. Ah, peut-être pas. Player release. En tout cas, il y avait une autre connexion que c'était seulement du telnet. Puis, il donnait un code, il fallait rentrer un password. Puis dans le fond, le code c'était juste les chiffres de la date tout additionnés ensemble. Donc il fallait juste prendre le code qui nous donnait, additionner les chiffres de la date, puis ça nous donnait le vrai password. Puis là, il y avait moyen de rentrer sur justement le service qu'ils avaient créé qui était comme volontairement très vulnérable. Puis sinon, il y a une autre machine, mais là on peut pas vous la montrer parce que c'était Phoenix, puis c'était dans une VM qui est plus accessible maintenant. Mais il fallait comme désinfecter une machine. Donc le virus avait overwrité le fichier host, c'était le premier à trouver, puis il était assez facile. Après ça, il fallait rechanger les settings de Internet Explorer. Puis, dans le fond, ça c'est c'est ce qu'on fait d'habitude pour enlever les virus. Là. Puis finalement, il y avait une clé de registre à enlever, mais l'ordi n'a pas aimé ça quand j'ai été joué dans
dans les clés de registre, fait qu'il a planté, puis il n'y avait plus moyen de se connecter dessus. Fait que je me suis comme embarré de la VM. Puis c'est pas mal ça qui s'est passé de mon bord, là. Ouais, ben, et Reverse il était rendu comme 1h du matin, fait que j'avais pas le temps de le finir. Mais dans le fond, en ouvrant avec c'est quoi déjà? IDEA. Si vous avez la version 5 est gratuite, donc il y a moyen de rétro-engineer du x86. Puis de ce que le créateur du challenge m'a dit, mais justement je me suis pas rendu au bout à cause qu'il était rendu trop tard, c'est qu'il faut vérifier les patterns, qu'est-ce qu'il fait, parce que normalement IDEA il donne des flux d'exécution. Puis là il y aurait moyen de déduire de ça l'algorithme qui a été utilisé pour chiffrer le flag. Donc, ben, c'est ça. Sinon ensuite pour les challenges électroniques, donc Lee est pas présent, mais il parlera de ce qu'il a fait en détail dans un de ses séminaires du système embarqué. Il nous a fait pas mal de points là. Je crois que c'est le seul qui a résolu le challenge avec le robot mécanique. Et puis malheureusement, pour les 2 derniers flags sur le pipeline, il les a résolus au dernier moment, mais on n'a pas eu le temps de le valider, donc on a perdu pas mal de points là-dessus là. Mais bon, il a tout résolu, donc on est fiers de lui là. Et demain ou un autre de ses séminaires, il vous présentera ce qu'il a fait pendant la compétition sur ces challenges, quoi. Voilà, donc là on a fini le review, donc je vais passer la main à Anthony qui va donc présenter CryptoWall là. Donc voilà. Ok, moi ma présentation porte sur CryptoWall. C'est quelque chose que j'ai fait il y a environ 3 semaines, que j'ai publié il y a 3 semaines. Puis au niveau des parties techniques, là, à un moment donné, ça va commencer à aller assez vite. Fait que si vous avez des questions, je n'hésite pas pour en poser pour m'arrêter. On va débuter par définir qu'est-ce qu'un rançongiciel, un ransomware en anglais. C'est quelque chose qui va s'installer sur la machine de la victime, un malware, puis qui va normalement encrypter les dossiers personnels en ciblant certaines extensions en l'échange d'une demande de rançon. La demande de rançon, dans le fond, ça va être un paiement souvent en Bitcoin là, qui va être fait. Puis normalement, ça varie entre 100 et 1000 $ le prix là, pour décrypter ces fichiers. Oui. Ici? Où ça? Ah, ok. Je pensais que tu voulais que je réduise le son. Puis qu'est-ce qu'on remarque dans CryptoWall, c'est qu'il y a un ultimatum pour payer, c'est-à-dire qu'on a environ 24 heures, puis après ça, le montant de la rançon double à 1000 $. Fait que ça commence à 500 $, puis si on ne le paye pas tout de suite, ça va doubler. Puis ça ne garantit pas la résolution du problème, quoique dans la majorité des cas, quand on paie pour la rançon, on va bel et bien recevoir notre clé privée qui va servir à décrypter les fichiers. Qu'est-ce qu'on a vu dans l'histoire des cryptovirus, des ransomware? C'est les premières rançons qui ont paru en 2005. C'était des choses qui n'étaient pas très poussées. En 2005, il y avait un certain malware cryptovirus qui est sorti, puis la clé d'encryption était à même l'exécutable. Fait que quelqu'un qui faisait du reverse engineering était capable de le trouver. Fait que c'était pas vraiment des malwares très évolués. Puis ensuite, en 2008-2009, on a vu des faux antivirus qui s'installent sur des postes d'utilisateurs, puis qui fait à croire que vous êtes infecté, puis qu'il faut payer un logiciel pour vous désinfecter. Puis après ça, vraiment le point tournant, c'est en 2012 qu'on a vu les premiers ransomware qui faisaient vraiment des dégâts. Par exemple, Reveton, comme qu'on voit les 2 screenshots qu'il y a là, ça c'est des choses qui s'attaquaient aux machines Windows, puis qui prenaient vraiment, qui devenaient full screen, puis on ne pouvait pas quitter là, ces écrans-là. Ça vous disait entre autres, comme dans l'exemple de droite, que le FBI vous soupçonnait d'avoir volé des fichiers, puis vous étiez obligé de payer la rançon finalement. Sinon, il allait vous poursuivre. Et bien entendu, cet argent-là allait au groupe là, de malfaiteurs qui est en arrière. Puis, on a vu après ça une autre version encore plus évoluée qui est CryptoLocker.
CryptoLocker qui est sorti en 2013, qui n'avait pas vraiment cette interface-là, mais qui faisait aussi beaucoup de dégâts. Pour finalement voir en 2014 les premières versions de CryptoWall, là, sur quoi la présentation porte. Puis aujourd'hui, en 2015, on voit du Tesla Crypt et d'autres variantes de cryptovirus qui se sont créées. Donc c'est vraiment quelque chose qui évolue, puis ils ont bien de l'imagination pour faire des nouvelles versions. Les victimes, ça l'infecte pas mal de monde, que ce soit en entreprise ou que ce soit des simples utilisateurs à la maison. Il y a des cas où est-ce que la police du Maine, justement, s'est fait encrypter des dossiers. Donc, ça touche même les agences gouvernementales. C'est ça, dans cet exemple-là, la police a dû payer sa rançon en Bitcoin parce qu'il n'y avait pas de backup. Puis, ça s'attaque maintenant à toutes sortes de plateformes. Donc, les exploits de kits ne visent pas particulièrement des personnes. Ça va vraiment affecter le plus de machines possible pour augmenter les gains, finalement. Ça, c'est un extrait du message de CryptoWall 4. Ce qu'on peut voir, il félicite la victime d'être entrée dans la grande communauté de CryptoWall, puis il fait croire à la victime qu'il fait maintenant partie d'un projet pour améliorer Internet. Donc, selon les dernières statistiques, là, on voit que les infections sont en hausse. Le Canada est quand même touché, là, il est le septième pays les plus touchés. Selon Symantec, il y a une hausse de 250% en 2013-2014. Les chiffres pour 2015 ne sont pas encore sortis. Pourquoi? Ben, on a vu des services, ransomware as a service sortir. C'est des gens là, qui n'avaient pas nécessairement l'expertise, qui étaient capables de payer maintenant des logiciels qui fabriquaient sur mesure leur ransomware. Donc, ils adaptaient le rançon logiciel vraiment avec les informations des personnes qui l'avaient acheté, puis c'était facile à configurer, facile à déployer. Fait que n'importe qui pouvait au final créer son propre ransomware qui était assez efficace. Puis, ce qu'on a vu aussi, là, c'est qu'il y a eu une grosse augmentation à partir là, de ce mois-là. Surtout en octobre, là, on a vu qu'il y avait vraiment le pic, là, puis c'est là qu'on a vu le plus d'infections en 2014. Puis les sources d'infection, où est-ce que ça provient? On a vu beaucoup de pièces jointes dans des courriels. C'est des pièces jointes infectées, fait que l'utilisateur se faisait ficher comme dans l'exemple de cas que je vais faire plus tard. Puis aussi, il y a beaucoup de gens qui se font infecter simplement en naviguant sur le web par le malvertising. Fait que les exploits de kits peuvent se servir des bannières qu'il y a en Java ou en Flash là, sur les sites web, puis exploiter des vulnérabilités à même le navigateur web de la personne. Donc, c'est pour ça que j'ai spécifié qu'Internet Explorer était visé, entre autres. Puis, différents modules là, comme Adobe Flash Player, Silverlight, Java, qui sont encore vulnérables, puis qu'il y a souvent des vulnérabilités de trouver finalement dans ces modules-là. Puis, ils servent souvent à distribuer le malware. En termes d'impact, disponibilité, intégrité, confidentialité, le ransomware va pas mal toucher à ces trois aspects-là. Dans le sens qu'au niveau de la disponibilité, ben, il va certainement chiffrer vos données, donc ça va toucher la disponibilité des documents. Puis l'intégrité va être nécessairement affectée parce qu'on ne sera plus capable de les lire. Puis au niveau de la confidentialité, ben, on va voir plus tard qu'il y a certains éléments qui sont quand même communiqués à l'externe, donc ça touche aussi ce point-là. L'étude que j'ai faite, l'étude de cas, c'était un utilisateur qui s'est fait infecter en recevant un courriel. Donc souvent, ça va être un courriel écrit en anglais qui va avoir un sujet attrayant pour inciter la personne à cliquer sur la pièce jointe. Ici, on faisait croire que c'était un CV, un curriculum vitae qui était envoyé en pièce jointe dans un fichier zip. Puis, qu'est-ce qu'il y avait dans ce fichier zip-là? C'est un .js, un script JavaScript qui allait s'exécuter sur la machine. Qu'est-ce que j'ai vu aussi beaucoup, c'est des documents de la suite Office, que ce soit Excel ou .doc. Ça va être des macros infectés qui se trouvent à l'intérieur de ces fichiers-là. Donc, encore une fois, quand on l'ouvre, on n'est pas infecté, mais ça nous dit que si on veut voir le contenu du document, il faut activer les macros. Puis là, bien entendu, en cliquant sur le bouton jaune en haut, on active la macro malicieuse qui va faire essentiellement la même chose là, que le JavaScript là, qui était dans cet exemple-là. Donc, ces deux fichiers-là, finalement, c'est des Dropper. Des Dropper, c'est quoi? Là? C'est un petit programme qui va aller télécharger le payload, là, ou le programme, le vrai programme, dans ce cas-ci CryptoWall. Donc, pourquoi qu'on infecte les victimes avec ça? C'est parce que c'est des plus petits fichiers, puis c'est plus facile à transmettre, entre autres, puis c'est plus facile à changer pour éviter les détections.
Ils peuvent avoir la forme d'exécutable simplement de JavaScript comme que j'ai montré. Ça peut être un petit script ou ça peut être un objet flash dans le cas du malvertising quand on visite des sites web. Ou ça peut être aussi des macros Excel infectés là, comme dans l'image. Dans ce cas-ci, le JavaScript que j'ai montré au début, quand on l'ouvrait par exemple dans un fichier texte, c'est ce qu'on pouvait voir. Donc, il est clairement offusqué. Dans le fond, l'offuscation, c'est une stratégie pour rendre le programme illisible, dans le but de le rendre plus difficile la compréhension par son fonctionnement. Donc, il y a des variables qui ont été ajoutées, qui n'ont pas nécessairement rapport. Il y a des boucles inutiles dans le code aussi. Ensuite de ça, dans ce cas-là, moi j'ai réussi à le désobfusquer. Puis ça nous donnait finalement un script JavaScript qui était assez simple. Finalement, ce qu'il va faire, ce script-là, c'est qu'il va aller simplement télécharger une image sur un site web là, qui est vraiment hard-codé dans le fichier. Puis après ça, il va le renommer en exécutable en .exe. Puis tout ça à partir du répertoire temporaire de Windows. Donc, ce qui est intéressant ici de voir, c'est que c'est une image JPEG qui est téléchargée simplement pour éviter d'attirer les soupçons, puis pour que dans la communication réseau, ça soit plus legit si on veut. C'est juste un petit truc parce que quand on regarde avec un analyseur de paquets comme Wireshark, quand la personne télécharge l'image, on voit clairement que c'est un exécutable. Le fichier commence par NZ, puis on voit clairement qu'il y a du texte à l'intérieur. Donc c'est seulement un petit truc pour se dissimuler dans le réseau. Puis ensuite de ça, cet exécutable-là, un coup qui est téléchargé dans le répertoire temporaire, il va s'exécuter. Un coup qui est exécuté, il va détruire la copie de lui-même. Puis il va enclencher une série de processus, comme par exemple, le premier cas, c'est qu'il va générer un identifiant unique. Il va générer un hash par machine pour pouvoir l'identifier de façon unique pour pouvoir le retrouver plus tard pour la rançon. Donc ce hash-là, il est composé du nom de la machine essentiellement, du numéro de série du disque dur, la version du système d'exploitation, etc. Puis après ça, il va s'injecter dans les processus System Explorer, SVC Host, puis il va se dupliquer à quelques endroits pour être persistant sur la machine. Ensuite, il va désactiver plusieurs services essentiels là, au bon fonctionnement de Windows pour la sécurité, entre autres. Donc, Shadow Copy, qui vous permettrait éventuellement de récupérer vos fichiers encryptés, va être désactivé. Startup Repair, Windows Defender, Windows Update. Donc, c'est pour ça que quand un poste se fait infecter, même si un antivirus prétend avoir effacé le CryptoWall, je recommande de formater quand même, parce qu'il y a beaucoup de services qui vont avoir été désactivés. Puis, il va finalement s'ajouter à la liste des programmes au démarrage. Ensuite de ça, qu'est-ce que l'exécutable continue de faire? Il fait une requête à ipadresse.es, qui est un site légitime. Par contre, il retourne l'adresse IP publique de l'ordinateur. Donc ça, le CryptoWall va s'en servir plus tard pour faire ses communications réseau. Ensuite de ça, il va faire justement la requête là, au Command and Control. Ça, c'est l'architecture, c'est l'infrastructure de l'attaquant, si vous voulez, pour obtenir la clé d'encryption. Puis, aussitôt qu'il a reçu la clé d'encryption, il va commencer à encrypter les fichiers locaux sur le poste. Puis après ça, il va s'attaquer au lecteur réseau. Fait qu'il va cibler certaines extensions pour que le système d'exploitation soit quand même utilisable après l'encryption. Puis, s'il y a des drives réseau là, de mapper dans le poste de travail, puis il y a les droits en écriture, il va aller les encrypter après. Moi, j'ai pas fait de reverse engineering sur l'exécutable en tant que tel parce qu'il y en avait déjà de disponibles sur Internet. Il y a déjà des groupes de recherche qu'on avait fait. Donc, j'ai pas eu besoin de faire ça pour trouver les informations que j'avais besoin. Moi, je me suis plutôt concentré là, sur la communication avec le serveur maître. Qu'est-ce qu'on pouvait voir? La première requête qu'un ordinateur infecté par CryptoWall fait, c'est s'identifier justement à ce serveur de contrôle-là. Il va faire une requête post sur un WordPress qui est visiblement infecté, comme on va voir plus tard. Puis qu'est-ce qu'on se rend compte finalement, c'est que c'est un message encrypté qui est passé dans le payload, là, dans le corps de la page. Puis le paramètre finalement, c'est la clé d'encryption pour ce qui est passé par la suite. Donc après ça, j'ai déduit que c'était du RC4, l'encryption RC4, donc j'ai été en mesure de décrypter les communications par la suite qu'il y avait avec son serveur maître. Donc ce qu'on pouvait s'apercevoir, c'est que la première requête, ce qu'elle fait, c'est qu'elle envoie un premier signal de vie au serveur de Command and Control. Puis elle envoie certaines informations. En fait, elle envoie le numéro de la commande, qui est 1 le premier coup, la version du CryptoWall qui est infectée sur le poste en ce moment, le HND5 qu'on a vu tantôt qui a été généré pour la victime.
la version de l'OS, le statut de droit sur Windows, puis l'adresse IP publique qui a été trouvée avec ipadresse.es comme j'ai montré tantôt aussi. Ensuite de ça, l'ordinateur infecté fait une deuxième requête là, qui est complètement haut. Puis ce coup-ci, il va marquer 7 là, dans le numéro de la commande. Puis ça, c'est pour lui envoyer un autre signal pour lui dire qu'il est prêt à recevoir la clé publique pour encrypter. Fait qu'aussitôt que le serveur a reçu ces deux requêtes-là, lui de son côté, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va désencrypter là, le message qui est en RC4, puis il va générer une clé publique privée pour l'encryption justement. Puis la clé privée, il va la garder stockée sur son serveur, parce que c'est ça que l'utilisateur va vouloir payer plus tard finalement pour retrouver ses fichiers. Puis il va envoyer plutôt la clé publique. Donc il renvoie la clé publique. Encore une fois, toute cette communication-là est encryptée en RC4, comme qu'on voit dans la capture d'écran. Puis étant donné qu'on a la clé RC4 là, en paramètres, on peut la désencrypter. Donc cette réponse-là, qu'est-ce qu'elle consiste? Elle consiste à l'URL qui est un .onion, là, qui est un site web sur Tor. Dans le fond, ça va être le site web pour payer la rançon. L'identifiant unique de la victime qui est généré à chaque fois qu'il y a une nouvelle victime pour s'identifier sur ce site-là. Puis la clé publique en question qui est envoyée telle qu'elle, encryptée en RC4. Puis aussitôt que l'ordinateur va recevoir ces informations-là, il va commencer à encrypter les postes, il va commencer à encrypter les fichiers sur les postes. Ensuite, c'est ça, il va cibler certaines extensions pour s'assurer justement que l'ordinateur soit encore utilisable. Donc, pour faire le maximum de dégâts, il va cibler des extensions documents, il va cibler des extensions qui ont rapport à des bases de données ou des fichiers qui auraient pu être créés par l'utilisateur. Puis, bien entendu, on ne peut pas le désencrypter sans avoir la clé correspondante, étant donné du fort chiffrement là, qui a été utilisé. Puis, il n'y a pas vraiment de faille qui a été trouvé là, dans leur implémentation. Donc, c'est une architecture assez solide là, qu'ils ont réussi à mettre en place. Ensuite de ça, dans chaque dossier par lequel CryptoWall a été encrypté des fichiers, il va générer cette série de fichiers-là, qui sont finalement les instructions pour payer la rançon, puis pour retrouver ces fichiers. Donc, c'est une page HTML, puis dessus, ça nous explique qu'on a été infecté par CryptoWall. Ça nous explique comment payer, comment acheter des bitcoins finalement, puis comment payer la rançon avec cette bitcoin-là pour recevoir notre clé privée correspondante, puis pour désencrypter les fichiers qui ont été touchés finalement. Ça, c'est à quoi ressemble là, le site de la rançon. Quand on arrive le premier coup sur la page principale, ça nous demande notre code. Puis notre code, c'est le paramètre unique qui a été passé tantôt par le serveur. Fait qu'un coup qu'on s'est identifié avec ça, le serveur va savoir à quel utilisateur il a affaire. Donc ça, c'est la deuxième page après qu'on soit authentifié. Le serveur demande encore une fois la rançon avec son adresse Bitcoin. Ça, cet exemple-là, c'est dans le réseau Tor, là, donc c'est l'URL qui est .onion. Puis on voit qu'il y a un timer, donc il y a du temps là, qui est en train de s'écouler. Donc en ce moment, il demande 500 $ US à la victime, puis s'il écoule son temps, ça va doubler à 1000 $. Puis selon les statistiques là, de Symantec que je vais montrer plus tard, là, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont quand même payer pour recevoir leur clé privée. Ensuite de ça, c'est pas mal, ça fait pas mal le tour d'exécution sur le poste de la victime. Par contre, j'ai voulu aller plus loin pour savoir comment ça fonctionnait. Donc, j'ai été chercher des nouvelles échantillons de malware qui sont disponibles, par exemple, sur Hybrid Analysis, qui est un site comme Virus Total, mais qui vous permet de télécharger directement les exécutables là, qui ont été testés dans ce sandbox-là. Donc, j'ai pu mettre la main sur des nouvelles versions de CryptoWall, parce qu'il en sort environ à toutes les semaines, dû au fait que les serveurs avec lesquels ils communiquent vont être suspendus assez régulièrement, comme je vais montrer tantôt. Puis ce que j'ai remarqué là, dans tous ces WordPress-là, avec lesquels il va communiquer pour faire son échange avec le serveur, c'est qu'il n'y a pas de vulnérabilités qui sont communes entre les WordPress, mis à part le fait que c'est tout le temps une partie du plugin qui semble se faire infecter. Parce que je ne l'ai pas mentionné tantôt, là, mais les ordinateurs infectés passent tout le temps par des sites WordPress quand ils font leur requête post pour établir la communication avec le serveur maître. Puis sur un de ces sites-là en particulier, sur un de ces WordPress-là, j'ai pu naviguer directement avec l'URL puis tomber sur cette page-là qui se trouve finalement être un PHP backdoor. Donc c'est un site web qui s'était fait hacker,
puis quelqu'un a uploadé un fichier PHP qui sert de panneau de gestion, si on veut. Donc, ce panneau de gestion-là, sur ce serveur-là qui a été compromis, permet, entre autres, de lister la liste des fichiers, d'uploader des fichiers, d'en télécharger, de voir les informations sur le serveur. Donc, c'est un serveur compromis sur lequel il n'y a pas de mot de passe pour accéder là, à la fenêtre de commande que l'attaquant avait laissée là. Donc, qu'est-ce que ça m'a permis de faire, entre autres? C'est que ça m'a permis de télécharger les fichiers PHP duquel les ordinateurs infectés faisaient leur requête POST pour recevoir la réponse. Donc, ce fichier PHP-là, j'ai pu l'analyser. Puis, je me suis rendu compte que tout ce qu'il fait, c'est décrypter la communication qui est en RC4. Puis, qu'il va faire quelques validations pour s'assurer que le poste qui communique a les bons paramètres. Puis, il va transmettre le message au mothership, là, qui est le serveur plus haut dans la hiérarchie de l'infrastructure, si on veut. Puis, son adresse IP à ce mothership-là est prédéfinie dans le fichier PHP. Je me suis rendu compte aussi que, dans le fond, ça m'a vraiment prouvé que ce WordPress-là sert seulement de proxy, si on veut, parce que j'ai exécuté le fichier PHP localement sur ma machine en lui envoyant des fausses requêtes avec un programme que j'avais fait. Puis ce qu'on peut voir, c'est qu'il retransmet l'information au mothership à peu près de la même façon, sauf formaté un petit peu différemment, encore une fois en C4. Donc l'utilité des WordPress, j'ai vraiment pu confirmer que ça servait seulement de filtre, dans le fond pour bloquer les mauvaises requêtes, de relais entre l'attaquant, dans le fond, l'infrastructure de l'attaquant puis la victime, puis aussi de protection, dans le fond, pour protéger l'infrastructure de l'attaquant, étant donné qu'on ne communique pas directement avec lui. Puis, étant donné que ce fichier-là était utilisé en temps réel pendant que j'étais sur cette page-là, j'ai pu télécharger, moi, une version de ce fichier-là modifiée, dans lequel j'ai rajouté des lignes pour faire un fichier de log à chaque fois que quelqu'un allait l'appeler. Puis dans ce fichier de log-là, je ramassais l'adresse IP de la personne qui le contacte, l'heure, puis l'information qu'il envoyait. Donc, ça m'a permis de ramasser des données sur qui était infecté et était en train de communiquer avec ce WordPress-là. Donc, dans le premier WordPress que j'ai trouvé, j'ai pu ramasser des données pendant 29 heures de temps avant que le compte de la personne se fasse suspendre. Puis dans le cas du deuxième WordPress, j'ai pu ramasser un peu plus de données jusqu'à temps que la bande passante sur ce serveur-là soit excédée. Donc c'est ça, après que j'ai ramassé toutes ces données-là, j'ai fait un filtre parce qu'il y avait beaucoup de données en double, étant donné qu'un ordinateur infecté par CryptoWall va généralement faire plus qu'une requête avant de recevoir une réponse. Il y avait beaucoup d'entrées en double, donc à partir des hash MD5, j'ai fait une comparaison pour garder seulement les hash uniques. Donc ça baisse quand même de beaucoup là, les entrées uniques que j'avais. Mais ça représente les utilisateurs infectés uniques qui ont communiqué avec ce WordPress-là pendant le temps que j'ai capturé des données. Ça m'a permis de faire des statistiques, entre autres, pour le deuxième WordPress. Ça, c'est le nombre d'infections sur le temps. Puis dans le premier WordPress, c'est le nombre d'infections sur le temps, encore une fois. Puis j'ai pu faire d'autres statistiques, là, entre autres le top là, des autonomous stands, c'est-à-dire des fournisseurs d'accès, des gens infectés, le nom des versions de CryptoWall qui ont communiqué avec le WordPress, le top des pays infectés, puis sa distribution géographique. Ça, bien entendu, c'est pas représentatif de l'infrastructure globale de CryptoWall, mais seulement de ce que moi j'ai pu ramasser pendant ces heures-là. Selon Symantec, comme j'ai dit tantôt, il y a peu de payeurs. Il estime le chiffre à environ 2,9%. Puis moi, ce que j'ai vu dans ma recherche, c'est qu'il y avait environ 146 utilisateurs à l'heure qui se faisaient infecter. Donc, ça leur fait presque 19 millions de dollars par année de revenus, si on considère que la moyenne de la rançon est environ 500 dollars. Puis, il y a même une étude plus récente qui ont une vue plus globale de l'infrastructure qui évalue plutôt ce chiffre-là 325 millions. Donc, c'est quand même une business qui est profitable. Ensuite de ça, à partir de l'adresse IP là, qui était dans le fichier PHP en question, je me suis questionné sur cette adresse-là parce qu'il n'y avait rien de compromettant dans le fichier PHP, excepté l'adresse IP là, qui était vraiment hard-codée en haut du fichier. Donc, j'ai décidé de faire des recherches sur cette adresse IP-là. Je me suis rendu compte que c'est une adresse IP là, qui appartient à un fournisseur d'accès, Trust Info.
en Russie. Puis qu'il y avait certains ports ouverts dessus, comme le port SSH, le port 80 pour un reverse proxy Nginx, puis le port 3389. Donc je me suis intéressé d'abord au port 80. Je suis allé le visiter avec un navigateur web, puis il n'y avait rien affiché sur une page blanche. Par contre, en cherchant un peu plus loin, je me suis rendu compte que la page Server Status est activée. Donc Server Status qui nous permet d'avoir des informations sur le serveur en temps réel. Donc ce que j'ai pu voir, c'est que premièrement, c'est un reverse proxy qui pointe sur un autre serveur Apache. Puis ce serveur Apache-là, visiblement, est en train d'héberger un site là, xtp.onion. Puis cette URL-là est reconnue pour être un site pour payer la rançon de CryptoWall. Donc j'avais bel et bien affaire avec un serveur qui héberge une partie de l'infrastructure de CryptoWall. Puis ça me permet aussi de voir toutes les requêtes là, qui se font en temps réel sur ce site-là. On voit plus bas là, les requêtes post qui sont faites, puis on voit aussi des statistiques sur le serveur. C'est-à-dire son uptime, puis son utilisation de bande passante, entre autres. Ensuite de ça, j'ai regardé Trust Info, ce ISP-là, qu'est-ce qu'il diffuse sur Internet comme bloc d'adresse. Il se trouve à diffuser 3 blocs d'adresse principales. Puis il y en a un d'entre eux qui m'a intéressé, là, le premier en haut. Dans le fond, j'ai regardé dans toutes ces adresses-là, est-ce qu'il y en a qui avaient des caractéristiques similaires aux informations que j'avais ici. Comme par exemple OpenSSH version 6, Nginx version 1.2.1, puis le port 3389 d'ouvert en même temps. Donc après avoir analysé toutes ces machines-là dans toutes ces subnets-là, j'ai pu trouver 15 autres serveurs qui avaient exactement la même signature. Puis en allant les visiter avec la page Server Status, je me suis rendu compte qu'ils hébergeaient aussi le même serveur Apache. Donc ça faisait vraiment partie de la même infrastructure. Donc ça m'a permis de cartographier un peu plus le fonctionnement de CryptoWall. Donc comme on peut voir, il y a les victimes là, qui vont faire leur requête post directement au site WordPress qui sont compromis la plupart du temps. Donc ces sites web compromis-là vont se faire suspendre généralement après une semaine. C'est pour ça qu'il y a tout le temps des nouvelles versions de CryptoWall qui sortent pour mettre à jour dans le fond, les WordPress avec lesquels les victimes vont communiquer. Puis après ça, les WordPress, comme j'ai dit, servent seulement de relais pour transférer la communication aux proxys là, qui sont les mothership que j'ai présentés. Donc ça, c'est les adresses IP que j'ai trouvées qui correspondent aux mothership actuels là, qui répondent aux utilisateurs infectés. Puis ces mêmes sites-là hébergent aussi la page de rançon. Donc la victime se trouve à communiquer avec ce serveur-là de 2 façons différentes, soit avec le browser Tor pour aller payer la rançon, soit par le WordPress, sauf que dans aucun des cas, il est en communication directe avec, donc il n'est pas censé connaître l'adresse IP. Puis ces mothership-là, ils n'ont certainement pas la clé privée d'utilisateur de stocker. C'est probablement dans un autre serveur là, qui est plus loin dans l'infrastructure en arrière, le Command and Control, qui n'est pas identifié ici, mais c'est probablement un serveur qui est mieux protégé, puis qui conserve toutes les clés d'encryption qui est servant à crypter les postes finalement. J'ai pu faire d'autres statistiques aussi en monitorant la page Server Status. Donc, j'ai le nombre total d'accès. Sur ça, c'est sur 30 jours de uptime du serveur. Puis aussi, on peut voir dans les statistiques que le serveur a traité 44 GB de données en 30 jours, seulement répondant aux requêtes post des utilisateurs infectés. Donc, c'est quand même pas mal. C'était un serveur qui était probablement une partie clé là, de l'infrastructure de CryptoWall. Puis en monitorant aussi la page Server Status, il y a une requête qui a attiré mon attention, une requête GET. Donc je suis allé faire cette même requête GET-là sur ce serveur-là. Puis je suis tombé sur une page de connexion qui servait visiblement aux gens de CryptoWall à se connecter sur le serveur pour pouvoir gérer un peu les statistiques puis voir qui était infecté. J'ai pas réussi à me connecter sur cette page-là malheureusement. Mais je suis pas mal certain là, que ça sert de gestion justement pour le réseau CryptoWall. Comment se protéger? Une bonne gestion des correctifs, c'est sûr que c'est tout le temps recommandé. L'antivirus anti-malware à jour, ça c'est certain. Par contre, dans quelques cas, j'ai vu que c'était des choses qui n'étaient pas détectées. Donc c'est bon d'en avoir un, sauf que ça ne va pas vous protéger contre tout. IPS, IDS, là, dans le cas, c'est plus de recommandations pour une entreprise, là, parce qu'un particulier ne peut pas se permettre d'avoir des serveurs proxy et des IPS, mais c'est des mesures qu'on peut mettre en place qui vont quand même diminuer les risques. Filtre URL, notamment par l'utilisation de proxy, on peut bloquer les sites qui font
qui font de la publicité, puis ça va réduire le risque de malvertising, autrement dit. Filtre anti-spam, parce qu'on a vu qu'il y a des utilisateurs qui sont infectés avec des pièces jointes. Donc, on recommande de bloquer plusieurs extensions là, que je vais écrire plus tard. Gestion des accès. On va s'assurer que l'utilisateur ait le moins d'accès possible sur les partages réseau pour qu'il ait le moins de dégâts possible si jamais il se fait infecter. Aussi, il serait intéressant de développer un GPO. En fait, ça existe déjà, là, mais de le déployer qui empêche l'exécution de tout programme dans le répertoire temporaire de Windows. Parce que normalement, une application n'est pas censée s'exécuter à partir de là. Ça peut éviter beaucoup d'infections. J'ai aussi développé quelque chose pour faire la veille là, sur les utilisateurs qui vont visiter ce site web-là. C'est une entrée dans un pare-feu qu'on peut faire qui envoie une alerte quand un utilisateur va naviguer sur ce site web-là, parce qu'on sait que normalement, ce n'est pas de la navigation normale, mais c'est plutôt CryptoWall qui essaie de connaître son adresse IP. Il y a aussi, il faut tout le temps faire des backups, bien entendu, parce qu'on ne sait jamais si on peut se faire infecter puis se faire encrypter nos fichiers malgré tout. C'est important d'avoir des backups, puis surtout de la sensibilisation, parce que c'est tout le temps l'utilisateur qui va quand même démarrer l'infection, soit par courriel ou soit en cliquant sur un lien. C'est ce qu'on remarque dans la plupart des cas, c'est l'utilisateur qui va être trop naïf puis qui va ouvrir l'exécutable. Donc, protocole d'intervention, c'est sûr qu'il faut tout le temps faire la détection, que ce soit par la veille des outils là, que j'ai présentés, regarder les fichiers de log. Si jamais on a un utilisateur infecté, il faut le confiner le plus rapidement possible parce qu'il y a probablement des lecteurs réseau d'attachés. Donc, on peut couper le port réseau de cette personne-là si on l'a identifié assez rapidement. On peut aussi fermer les services Samba, par exemple. On peut fermer les partages de fichiers si la propagation est trop forte là, dans l'entreprise, par exemple. Puis l'éradication sur le poste. Après ça, c'est ça, comme je recommandais, c'est de reformater le poste, puis de restaurer les backups sur celui-ci, puis les backups sur le share réseau s'il a été affecté. Donc moi, qu'est-ce que j'ai mis en place là, où est-ce que je travaille justement, c'est améliorer les filtres anti-spam pour bloquer des extensions, comme les fichiers JS que je vous ai présentés plus tôt. C'est des bonnes habitudes à prendre pour les bloquer dans les pièces jointes de courriel. J'ai aussi mis des règles dans le pare-feu pour nous avertir en temps réel si un utilisateur dans l'entreprise qui fait des requêtes sur ipadresse.es ou sur d'autres sites similaires que les ransomware se servent pour obtenir l'adresse IP publique. Donc, ça nous permet de savoir en temps réel si quelqu'un est infecté puis il fait du trafic anormal. On peut prendre action là-dessus. Identifier les transactions suspectes sur les serveurs de fichiers. Il y a plusieurs utilitaires, là, des scripts qui vous permettent de parser les logs là, des SAN, des serveurs de fichiers, puis de détecter des transactions qui se font, par exemple, en 1 seconde. Si l'utilisateur a fait 100 transactions, c'est probablement pas une utilisation humaine. C'est probablement un logiciel en arrière comme un cryptovirus qui est en train d'encrypter les fichiers. Donc, c'est quelque chose qu'on a mis en place. Avec un programme en Perl, on a réussi à monitorer les logs là, sur les serveurs SAN. Aussitôt qu'il y a trop de transactions qui se fait dans un certain time frame, on est capable de lever un flag et de dire cet utilisateur-là est probablement en train d'encrypter vos fichiers. Bloquer la publicité dans le filtre URL, ça c'est quelque chose qu'on a mis en place aussi. On a bloqué Flash aussi dans la majorité du parc avec le IPS, dans le fond, pour encore une fois limiter les exploits de kits qui utilisent Flash pour infecter leurs victimes. Puis bloquer justement les exécutables à partir du répertoire temporaire par GPO. C'est une autre solution qui peut être déployée assez rapidement dans un parc informatique, puis qui va quand même éviter plusieurs infections. En ce moment où je vous parle, j'ai publié cette recherche il y a 3 semaines sur mon blog. Puis quelques jours après, la majorité des vulnérabilités dans leur infrastructure étaient déjà corrigées. Donc, c'est des gens qui apprennent très vite puis qui vont souvent aussi être à la fine pointe des dernières méthodes. Puis aussi, une semaine après, il y a CryptoWall 4 qui est sorti. CryptoWall 4 là, qui a apporté quelques changements, dont le nouveau message là, qui est à l'écran, qui vous félicite de faire partie de leur communauté. Puis aussi maintenant, une nouveauté, c'est qu'ils vont encrypter aussi le nom des fichiers. Fait que ça rend encore la job là, de restaurer les backups plus difficile parce qu'on ne sait pas quels fichiers qui ont été touchés. Puis
il utilise aussi des nouvelles méthodes là, un peu plus poussées pour éviter la détection, entre autres, lors de ses communications. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont infectés en ce moment encore par le 4. C'est plutôt du 3 qu'on voit, là, donc j'ai pas eu le temps de l'analyser encore. Puis c'est ça, c'est pas mal tout.